Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre participation. Donc, l'échange porte aujourd'hui sur les réseaux, les plateformes, les collectifs, les regroupements. On peut trouver plein de mots pour désigner tout ça, qui sont très nombreux en Afrique francophone dans la lutte contre le VIH/SIDA et pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Impossible de tous vous les présenter, comme vous vous en doutez. Surtout que notre format, c'est un format de 1 heure et demie de webinaire. Donc, nous avons le projet d'organiser un autre webinaire en 2022 pour parler avec vous d'autres regroupements très dynamiques aussi autour de notre lutte commune. Donc, aujourd'hui, on a choisi de centrer sur trois regroupements qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais surtout, si vous souhaitez intervenir prochainement, présenter, valoriser un regroupement, un collectif, un réseau, une plateforme, n'hésitez pas à nous contacter donc sur info@plateformelsa.org. Vous allez avoir l'adresse sur le chat et surtout de continuer à nous proposer des sujets pour ces échanges car ils rencontrent de plus en plus de succès et ils sont succès parce qu'ils sont construits avec vous, par vous, pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour présenter d'autres regroupements. Le sujet de ce jour a ainsi été co-construit via l'initiative de plusieurs regroupements, donc par les équipes des deux plateformes du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, donc le CRG MENA, qui est soutenu et hébergé par l'association ITPC MENA, et CRG Afrique francophone, hébergé par l'association RAM, et aussi l'équipe de la plateforme ELSA. Voilà, donc j'ai le plaisir de passer la parole maintenant aux intervenants et nous commençons par Simon Caboret, qui est directeur exécutif régional de l'association RAM et qui représente la plateforme régionale CRG Afrique francophone aujourd'hui. Il va nous présenter l'histoire et la situation actuelle des réseaux, des collectifs, des plateformes, des regroupements liés à la lutte contre le VIH/SIDA et d'autres éléments pour introduire notre échange de ce jour. Simon, je vous laisse la parole. Merci bien, Léla, pour cette introduction et merci aussi pour l'honneur que vous me faites de pouvoir parler en introduction de cet échange assez important à mon sens. C'est assez important pour moi parce que effectivement, on connaît la plateforme ELSA depuis des années, mais ces derniers temps, on n'a pas beaucoup eu l'occasion d'interagir dans le cadre effectivement du travail que vous faites. Et c'est important pour nous, plateforme régionale du Fonds mondial en Afrique, de pouvoir effectivement pouvoir échanger par nos pairs et à travers ce thème-là. Ce thème-là, c'est assez important parce que effectivement, le continent est assez riche en termes de regroupement au niveau local, comme on le voit, mais aussi à termes de regroupement au niveau régional, au niveau international. Et ça mérite qu'on ait effectivement des temps de concertation pour voir effectivement la valeur ajoutée de ces différents regroupements. Ces regroupements ont été effectivement sont nés effectivement depuis les premières heures de la lutte contre le VIH/SIDA, quand les associations ont essayé de s'organiser pour effectivement faire face à la pandémie et au moment où les gouvernements n'étaient pas préparés. Et il y a eu des associations qui se sont créées, mais il y a eu effectivement ce besoin de se retrouver parce qu'il y avait des niveaux de besoins qui ne pouvaient pas être satisfaits individuellement par les associations. Ils se sont retrouvés souvent spontanément et en regroupement, souvent sous l'impulsion de certains partenaires techniques et financiers qui avaient besoin effectivement d'interlocuteurs et qui les ont demandé de se mettre ensemble. Et les différents besoins, beaucoup plus qui les ont poussés à être ensemble, c'est quoi? C'est en termes de renforcement des capacités. Ils avaient besoin de se mettre ensemble pour pouvoir se partager l'expérience, pour pouvoir s'inspirer de l'expérience des autres et pouvoir effectivement développer leur manière de travailler. L'autre élément, c'était en termes de mobilisation des ressources. Ils avaient besoin de se mettre ensemble pour justement accéder à des fonds, pour pouvoir effectivement monter des projets ensemble, pour pouvoir atteindre des bailleurs de fonds qu'ils ne pouvaient pas atteindre en étant tout seuls. Enfin, les regroupements leur permettaient et leur permettent toujours d'engager des actions de plaidoyer, de faire voir effectivement des éléments non pris en compte souvent dans leur région.
quand je prends par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces regroupements sont l'opportunité de faire voir quelles sont les problématiques réelles du VIH-Sida, du paludisme ou bien de la tuberculose ou d'autres pathologies que la communauté internationale ne voit pas. Donc, ces regroupements sont des tremplins. Par exemple, quand je prends par exemple le cas du paludisme, avec CS4Me, on peut dire quelle est la problématique du paludisme dans notre région. C'est la même chose pour ITPC, qui parle effectivement beaucoup de la problématique de l'accès sur les accords de propriété intellectuelle, par exemple, dans la région. Et c'est le cas aussi, effectivement, d'autres plateformes et regroupements que nous voyons dans la sous-région. C'est la même chose que DraftTB, qui parle beaucoup plus de la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment les pays francophones. Donc, ça, ce sont vraiment les côtés positifs, effectivement, des regroupements. Mais il y a un gros risque au niveau, effectivement, de ces regroupements, c'est que ce sont des choses qui peuvent être chronophages parce que nous devons accorder du temps aux rencontres de ces réunions, que ce soit en présentiel ou que ce soit en virtuel. Donc, il y a un gros risque que ça nous prenne trop de temps. Il y a le gros risque aussi que ça nous éloigne des réalités de terrain. Parce que par expérience, on connaît beaucoup de personnes dans les pays et qui participent effectivement à ces regroupements, qui sont beaucoup plus présents dans ces webinaires, beaucoup plus présents dans les ateliers régionaux qui s'organisent que vraiment dans le travail de terrain. Et ça, c'est un gros risque. Nous devons avoir effectivement cette dualité que nous sommes des acteurs de terrain et nous apportons notre expérience de terrain à ces grands regroupements. Nous ne devons pas être uniquement des acteurs de ces grands regroupements qui évoluent de webinaire en webinaire, de mission régionale en mission régionale et qui oublient le travail de terrain qui fait que, effectivement, nous apportons un plus à ces échanges et à ces regroupements sous-régionaux. Donc, il faut vraiment que nous voyons ça. Et l'autre élément de risque, c'est vraiment en termes de conflit de compétences, de confusion dans les rôles. Il faut qu'on sache comment est-ce que nous sommes complémentaires. Tous ces regroupements qui sont affichés là, qui fait quoi, quelle est la valeur ajoutée de l'un par rapport à l'autre pour ne pas créer des conflits de travail et ne pas faire de confusion qui fait que souvent les acteurs de terrain ne savent pas à qui s'adresser en tant que regroupement et les partenaires techniques et financiers qui nous appuient aussi ne savent pas vers quel regroupement aller par rapport au travail qui est fait. Donc, on doit pouvoir travailler à éclaircir le ciel de nos regroupements et orienter les différents acteurs. Il y a eu un moment où nous avons connu une baisse des grands regroupements parce que beaucoup qui sont là ont certainement connu l'ère de Africasso, de Rap Plus AWO ou Rap Plus Afrique centrale, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à un certain moment, on a vu une baisse du dynamisme de ces regroupements. Aujourd'hui, on a l'émergence à nouveau de ces regroupements. J'ai parlé tantôt de CS4Me, j'ai parlé tantôt de DraftTB, je pourrais parler aussi de CAFOC, de l'Institut de la société civile, qui sont émergents de nos jours. Mais est-ce que nous avons pris la peine de revoir l'histoire, de comprendre pourquoi nos dévanciers ont baissé de régime à un certain moment, certains même ont pratiquement disparu? Est-ce que nous avons pris la peine d'analyser pourquoi cela, pour tirer les leçons et réussir la nouvelle émergence de ces nouvelles plateformes, de ces nouveaux regroupements et autres? C'est véritablement un gros défi pour nous de faire ce travail, soit individuellement dans les regroupements, soit ensemble en tant que plateforme et structure émergente pour créer une synergie d'action pour éviter les mêmes erreurs que ce qui s'est passé précédemment. Et nous devons toujours avoir ensemble cette grande préoccupation. En tant que regroupement, en tant que plateforme, en tant que coalition et autres au niveau régional, comment nous impactons le travail de nos membres sur le terrain? Notre utilité est fondamentalement cela. Le temps que nos membres consacrent à nos regroupements,
leurs attentes vis-à-vis de nos groupements. Est-ce que nous arrivons à leur apporter cela? Comment nous arrivons à améliorer le travail de nos acteurs sur le terrain? Comment nous arrivons à rendre visibles les problèmes que les gens ont dans les pays sur lesquels les partenaires techniques et financiers, les gouvernements et autres doivent pouvoir s'appuyer? C'est la grosse question que nous devons toujours avoir. Et j'espère que ce travail qui est engagé, cette concertation qui est engagée à travers cette initiative de la plateforme ELSA, va nous permettre de nous poser ces questions, nous permettre de trouver des pistes de solutions et qu'au-delà de ces webinaires, nous allons établir ces liens et continuer ce travail de réflexion qui est vital pour nos organisations si nous ne voulons pas tomber dans la même situation que des organisations et des regroupements passés qui ont disparu aujourd'hui. Voilà, je sais que je pouvais dire comme élément d'introduction et je remercie tous ceux qui sont là et qui vont intervenir aujourd'hui pour ce séance d'échange. Merci bien. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Et donc maintenant, en fait, après cette introduction donc, sur ce vaste sujet, j'ai le plaisir de passer la parole à Alia Amimi, qui est coordinatrice de la plateforme régionale CRG MENA, donc hébergée par l'association ITPC MENA. Elle est située au Maroc et puis elle va faire une intervention avec Aliou Diop, monsieur Aliou Diop, qui est président de l'association des gestionnaires pour le développement AGD, situé lui en Mauritanie. Alia Aliou, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Leïla. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous et je remercie la plateforme MENA pour l'opportunité qu'on nous a donnée de présenter la plateforme MENA auprès de leurs partenaires et de connaître tous les partenaires de la plateforme Afrique francophone également. Donc, je présenterai aujourd'hui brièvement la plateforme MENA, ses objectifs et ses activités. Et par la suite, je donnerai la parole à M. Aliou Diop pour présenter l'implication des communautaires dans le mécanisme de riposte COVID-19 du Fonds mondial. Donc, tout d'abord, pour parler de la plateforme régionale MENA, en fait, elle est hébergée par ITPC MENA, qui est la coalition internationale pour la préparation au traitement. Donc, c'est une ONG de plaidoyer qui travaille sur l'accès aux médicaments et les barrières de propriété intellectuelle pour les médicaments de VIH, TB et hépatite. Donc, ITPC MENA héberge pour la 3e fois la plateforme MENA, c'est-à-dire depuis 2015, et on est au 3e mandat aujourd'hui qui va se terminer en 2023. Donc, ITPC MENA a pour objectif de renforcer les capacités et les connaissances des organisations de la société civile de la région MENA sur tout ce qui est en rapport avec l'accès au traitement, la mobilisation de ressources, mais également l'éducation au traitement. Donc, par rapport à la plateforme MENA, donc, elle couvre 17 pays de la région MENA, comme vous pouvez le voir sur la carte. Malheureusement, pour certains pays de la région, comme par exemple la Palestine, le Pakistan, le Bahreïn, etc., nous n'avons pas l'occasion de travailler régulièrement et nous n'avons pas de partenaires avec qui on collabore régulièrement, mais on essaie au fur et à mesure de renforcer les capacités des ONG là-bas et de pouvoir prendre contact avec eux pour pouvoir évaluer leurs besoins et leurs priorités. Donc, la plateforme MENA, en fait, c'est une plateforme de communication et de coordination. C'est une des 6 plateformes de l'initiative stratégique CRJ du Fonds mondial, qui est Communauté, droit et genre. Et c'est une plateforme qui a pour objectif de mettre en place un espace de dialogue et d'échange pour les communautés de la région sur des questions relatives aux droits, aux droits humains et au genre. Et aussi de favoriser une participation effective de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes du Fonds mondial. Donc, nous avons aussi comme objectif d'informer plutôt les ONG sur les offres d'assistance technique du CRJ et de pouvoir coordonner et appuyer les ONG dans leur demande d'assistance technique. Et enfin, c'est aussi un outil d'évaluation par rapport aux assistances techniques et par rapport au rôle de la société civile dans les programmes du Fonds mondial.
Donc, parmi les objectifs de la plateforme MENA, nous avons le fait d'améliorer les connaissances et des communautaires par rapport aux procédures de financement du Fonds mondial. En ce qui concerne en fait la région MENA, nous avons parfois des problèmes de langue puisque la majorité des documents sont produits en français et en anglais. Donc, le rôle de la plateforme, c'est de synthétiser, simplifier tous les documents du Fonds mondial, mais aussi de les traduire en langue arabe, ce qui permettra aux petites ONG de la région de mieux comprendre les processus de financement et de mieux pouvoir s'impliquer dans ces processus-là. Donc, c'est aussi l'objectif d'avoir un engagement plus renforcé de la société civile et d'améliorer en fait l'impact des programmes du Fonds mondial en identifiant les besoins et les priorités des communautaires. Comme j'ai dit auparavant, c'est aussi d'élargir l'assistance technique aux ONG et enfin de renforcer leurs capacités en favorisant un espace d'engagement et de discussion et en leur permettant de participer au processus décisionnel clé, par exemple au dialogue pays, à l'identification en fait des besoins du pays. Voilà. Donc, parmi les activités phares de la plateforme, nous avons en fait la mise à disposition d'un large réseau pour les ONG. C'est-à-dire, nous mettons en contact les ONG entre elles et nous partageons les informations de la société civile et du Fonds mondial. Nous faisons du renforcement de capacité à travers des webinaires, des formations, des conférences et des séminaires. Donc, je vous inviterai par la suite à vous inscrire à la newsletter de la plateforme pour pouvoir recevoir toutes les informations. Et on constitue aussi en fait une cartographie des ONG régionales, que ce soit pour identifier, faire des analyses contextuelles, identifier leurs besoins, mais aussi les connaître et leur donner plus de visibilité pour qu'ils puissent accéder au financement du Fonds mondial. Nous avons aussi participé à l'identification des besoins en assistance technique et on met à disposition les documents d'information, les bonnes pratiques et les directives du Fonds mondial traduites dans les 3 langues, à savoir le français, l'arabe et l'anglais. Donc, un exemple en fait, du rôle de la plateforme dans l'appui des communautaires a été en 2020, en 2021, à travers le mécanisme de riposte du Fonds mondial, du C19RM. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par le Fonds mondial en 2020 suite à la pandémie Covid et qui permet d'aider les pays à lutter contre le Covid, à atténuer son impact, surtout sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc, ils avaient lancé un premier volet en 2020 et le deuxième a été lancé en avril 2021. Donc, le Fonds mondial a exigé qu'il y ait une participation effective des communautés pour prioriser leurs besoins. Et puisqu'ils peuvent, en fait, ils peuvent alerter, fournir des conseils et dispenser des services dans les pays concernés. Donc, le rôle de la plateforme a été d'organiser en fait des consultations communautaires et des focus group dans tous les pays de la région MENA qui ont reçu des allocations par le Fonds mondial pour pouvoir réunir la société civile et les communautaires et, comme je l'ai dit auparavant, identifier leurs priorités et leurs besoins en ce qui concerne les programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose et le paludisme également. Donc, la plateforme MENA a appuyé 6 pays à peu près dans la région MENA, à savoir l'Égypte, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, Soudan et Tunisie. Parfois, nous avons organisé des consultations communautaires qui ont impliqué les représentants des populations clés dans les CCM, les réseaux de personnes vivant avec les VIH, les organisations de la société civile travaillant sur les questions de droits humains, genre et accès au traitement. Donc, voilà, ici, comme vous pouvez voir sur le tableau, nous avons la liste des consultations que nous avons menées. Nous avons d'ailleurs élaboré un rapport que nous allons partager bientôt sur, en fait, c'est une synthèse sur les consultations communautaires que nous avons menées. Et en fait, aujourd'hui, on a souhaité avoir avec nous l'association AGD en Mauritanie pour vous présenter comment, en fait, la plateforme a
à collaborer avec ses partenaires dans les différents pays pour pouvoir appuyer les communautaires dans l'identification de leurs priorités et besoins pour les demandes de financement du C19RM. Donc, j'inviterai Aliou pour vous présenter l'implication des communautaires dans ce mécanisme et je vous invite également à visiter notre site web qu'on vient d'ailleurs de lancer il y a à peu près un mois et de vous inscrire à notre newsletter pour avoir toutes les informations par rapport aux webinaires qu'on organise, les rapports et les études qu'on développe ou bien pour prendre contact avec nous si vous avez des questions ou bien des suggestions. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je donne la parole à Aliou. Merci beaucoup, Alia. Merci. Je m'associe à ceux qui m'ont précédé pour remercier les partenaires ATPC maintenant qui nous appuient depuis vraiment le début. La RAM aussi, avec lequel on collabore de temps en autre. Le réseau ELSA et Solidarité SIDA aussi, qui est dans notre partenaire. Donc, je disais que le monde a eu un choc important. La COVID-19 a été vraiment une surprise dans le monde entier et qui a sans doute eu un impact grave sur la mise en œuvre de nos différents programmes, en particulier les questions de VIH-SIDA, de tuberculose et de paludisme. Donc, la Mauritanie, comme les autres, a été impactée et a subi ses conséquences. Donc, heureusement, comme l'a dit Alia, le Fonds mondial a trouvé un mécanisme pour essayer d'atténuer l'impact de cette COVID sur nos programmes et surtout sur les activités qui touchent les populations clés. Donc, c'est dans ce sens que ATPC maintenant a pu appuyer AGD à organiser une consultation des acteurs communautaires dans le but d'abord de voir dans quelle mesure ils sont impliqués dans le processus et comment est-ce que leurs préoccupations vont être prises dans le cadre des demandes pays, puisque le Fonds mondial a accordé un pourcentage aux pays pour qu'ils puissent consacrer des activités de prévention et de prise en charge de la COVID pour anéantir ou amoindrir l'impact de la COVID sur la mise en œuvre de nos programmes. Donc, l'objectif de ce travail qu'on a eu à faire avec les acteurs de la société civile, c'est d'essayer de faire autant que possible pour que la contribution des communautés dans la lutte contre le sida, la tuberculose, en contexte de COVID-19 puisse être une implication vraiment effective de ces communautés et que leurs besoins puissent être pris en charge, pris en considération dans la demande que les pays élaborent et qu'ils soumettent au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, le palud et la tuberculose. Le rôle de ces communautés, donc des populations clés, les acteurs communautaires. Donc, contrairement à notre région MENA et même dans d'autres contextes, les communautés ne se contentent plus d'utiliser les services face aux programmes qui sont offerts et que les organisations de la société civile sont là pour créer les conditions pour que la vulnérabilité de ces groupes puisse être vraiment réduite. Et dans le contexte actuel de la mise en œuvre, les organisations de la société civile, en tout cas en ce qui concerne la Mauritanie, sont que timidement impliquées. Donc, on n'a pas un bénéficiaire principal et encore ni un sous-bénéficiaire. Certaines organisations, dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention NFM2, sont juste des prestataires et même cela avec un grand retard dans la mise en œuvre. Mais justement, dans le cadre de l'élaboration des subventions NFM3 et comme dans la subvention aussi C19RM, nous avons quand même pu avoir une contribution importante grâce justement à cette collaboration qu'on a eue avec ATPC MENA, donc pour accroître l'implication des acteurs communautaires. Donc, à la demande ou dans les orientations du Fonds mondial qui exigent un peu l'implication des acteurs communautaires, nous avons eu à organiser des consultations dans le sens de permettre justement
à ces acteurs communautaires de jouer leur partition et de décliner un peu leurs priorités dans ce sens. Donc, c'est de nouvelles perspectives que des organisations à assise communautaire ont pu donc acquérir. Il s'agit notamment de permettre aux bénéficiaires principaux comme les autres sous-bénéficiaires de prendre en considération et en charge les préoccupations des populations clés. Et aussi, les candidats sont encouragés aussi à allouer des fonds à des initiatives telles que le contrôle du niveau des communautés pour améliorer l'accessibilité, la réactivité, mais aussi la qualité, mais aussi d'encourager un plaidoyer mené par les communautés elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas mieux que les bénéficiaires eux-mêmes pour porter leur propre combat. Il y a aussi la mobilisation sociale et aussi la mise en place des liens de collaboration et de coordination entre les communautés et les autres acteurs de la santé, puisque nous visons tous le même impact, un impact marqué, et d'anéantir l'impact de la COVID. Il y a aussi le renforcement des capacités institutionnelles et la planification, qui est aussi un axe important à tenir en compte dans le renforcement des systèmes de riposte communautaire. Le constat sur le financement des communautaires est qu'en Mauritanie, l'implication des acteurs dans la réponse de lutte contre les 3 pandémies est très limitée. Donc, depuis la mise en place d'ailleurs du nouveau modèle de financement du Fonds mondial, contrairement aux autres pays où les acteurs communautaires, la société civile a un rôle. Mais ici, la mise en œuvre des subventions est quasiment exclusive au niveau de l'État qui est bénéficiaire principal et que les 3 programmes représentent les bénéficiaires secondaires. Aucune organisation donc de la société civile n'est bénéficiaire des subventions passées, ni même celles en cours. Donc, seuls 2 ont signé des contrats de prestations et qui ne sont d'ailleurs pas exécutés jusqu'à quasiment maintenant. On est à 3 mois de la fin de la subvention la NFM2. Le constat aussi est que cette situation elle est due à plusieurs facteurs. Il y a l'absence de volonté et de résistance des autorités au niveau notamment du ministère de la Santé et du CCM pour impliquer les organisations communautaires. Il y a la faiblesse de capacité des organisations de la société civile et des populations clés, qui est un grand problème aussi, vu les exigences de financement du Fonds mondial. Il y a la complexité aussi de ces procédures du Fonds mondial de lutte contre le sida, et qu'il y a que certaines structures de la société civile mobilisent des ressources en dehors du Fonds mondial pour mettre en place des initiatives qui malheureusement ne sont pas capitalisées, ne sont pas prises en considération dans le dispositif de réponse nationale, alors que le Fonds mondial est là pour contribuer justement et non à supporter totalement la lutte contre les pandémies. Et que la pandémie de COVID-19 a accentué la vulnérabilité des acteurs communautaires, en particulier des populations clés. Comme vous le savez, dès le début de l'apparition de cette pandémie, les premières mesures ont été la restriction de mouvements et souvent le confinement, qui a rendu les populations vraiment particulièrement vulnérables parce qu'ils ne bénéficiaient plus de services même timides qu'ils avaient. Donc, en ce qui concerne le paludisme, il y a un groupement des organisations de la société civile qui appuient quand même à distribuer quelques moustiquaires imprégnés à travers l'appui et le partenariat de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. En général, en début de la reconnaissance des avancées réalisées dans la lutte contre les différentes pathologies, les différentes personnes qu'on a interrogées ont une mauvaise perception de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Et cela s'explique sur la base des constats et les recommandations qui ont été formulées par les différents acteurs communautaires qui vraiment ont souhaité que la situation puisse changer dans le sens d'avoir un bénéficiaire principal ou tout au moins un sous-bénéficiaire. Mais aussi, c'est d'améliorer la participation des organisations de la société civile en les impliquant dans tout le processus, la mise en œuvre aussi des activités ainsi que le renforcement de capacités,
le renforcement des capacités institutionnelles, parce que ça ne peut pas être toujours une excuse de dire que les organisations n'ont pas de capacité et ne peuvent pas être. Mais aussi, c'est de faciliter l'accès aux informations et le contact avec les représentants de la société civile au Fonds mondial et ainsi qu'au portfolio manager pour que les organisations puissent véritablement interagir et donner leur point de vue sur la marche de la subvention dans le pays. En guise donc de conclusion, bien que la pandémie de la COVID a eu un impact réel sur les populations clés et les communautés, le financement n'a véritablement pas suivi. En effet, comme dans les subventions du Fonds mondial qui sont en cours, le volet communautaire a manqué dans la réponse pour atténuer le COVID du programme. Fort heureusement, la Mauritanie a pu avoir le financement C19 du Fonds mondial qui a même été doublé. Au lieu de 3 millions de dollars, c'est 6 millions qui seront octroyés. Et c'est en partie grâce à cette consultation et à cette implication des acteurs de la société civile qui ont vu toutes leurs priorités maintenues et même dans certaines mesures augmentées dans ce cadre. Donc, voilà un peu la belle expérience qu'on a eue dans le cadre de C19RM avec l'appui de ATPC MENA et qui a permis d'améliorer la situation un peu dans la demande de financement C19RM. Je reste à disposition pour des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Aliou. Vraiment merci. Merci aussi, Alia, pour vos deux interventions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, j'en ai déjà une de David de l'association Tract. Pourquoi cette plateforme n'intervient pas dans les pays du Sud? Donc, c'est plutôt une question pour Alia, dans les pays du Sud de l'Afrique. Afrique du Sud pour appuyer notamment ces organisations en accès au traitement, éducation et mobilisation des ressources. Alia? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la question. En fait, pour la plateforme MENA, nous avons un mandat précis, c'est-à-dire que nous avons une couverture géographique qui comprend juste les pays de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Par contre, nous pouvons toujours mettre en contact les gens qui nous contactent avec nos partenaires qui sont au sud de l'Afrique pour pouvoir les aider à obtenir les informations qu'ils souhaitent ou bien une assistance technique, un renforcement de capacité. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons toujours vous mettre en contact avec nos partenaires. Par contre, nous ne travaillons que dans les pays d'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Mais je pense que Ida là, peut vous apporter plus d'éléments puisqu'elle travaille dans les pays d'Afrique francophone et nous avons également une autre plateforme Afrique anglophone. Voilà, merci. Donc, David, ce sera pour Ida où elle vous répondra. Je pense que vous aurez votre réponse. Aliou, pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres questions, mais Aliou, j'aurais une question. Voilà, si dans votre accompagnement, votre soutien avec cette plateforme du Fonds mondial, si vous deviez retenir qu'un seul élément qui a été vraiment très, très important pour votre association et vos équipes et les personnes que vous accueillez dans votre association, quel serait cet élément vraiment principal, la chose que vous avez retenue le plus, qui a été le plus utile pour vous et pour les personnes accueillies dans votre association? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Le plus important qu'on a vraiment pu avoir, c'est la participation des acteurs communautaires, en fait, qui étaient en marche depuis l'avènement du nouveau modèle de financement, qui n'ont jamais voulu participer. Mais grâce à ce processus qui a coïncidé aussi avec l'élaboration du NFM3, on a quand même pu mobiliser les acteurs de la société civile qui sont intéressés jusqu'à la fin et qui a permis au Fonds mondial de sentir cette implication et de même doubler le financement qui était prévu dans le cadre de la subvention. Donc, c'est vraiment une tâche d'huile que ça a fait à travers l'appui de l'AGD, d'autres organisations comme Cité, SOS Péréducateur, le réseau des personnes vivant avec le VIH, Stop Sida, Amami, toutes ces organisations se sont mobilisées grâce à cette sensibilisation et à cette consultation qu'on a pu organiser.
Ok, merci beaucoup Aliou. Je passe la parole à Annabelle Pringot, qui est adjointe à la direction des programmes de l'association Solidarité SIDA, donc qui est située en France et qui est membre aussi du comité exécutif de la plateforme ELSA. Annabelle va ainsi nous parler de la plateforme ELSA et nous vous invitons, comme tout à l'heure, à poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de discussion du chat. Annabelle prendra le temps d'y répondre après sa présentation. Annabelle Pringot, je vous laisse la parole. Merci Laïla. Donc, je me présente. Donc, comme l'a dit Laïla, je suis Annabelle, je travaille chez Solidarité SIDA et je suis membre du comité exécutif de la plateforme ELSA pour le compte donc, de Solidarité SIDA. Donc, moi, je vais vous faire une présentation de la plateforme ELSA. Vous allez le voir, c'est un petit peu différent en termes de fonctionnement que la plateforme qu'a présentée Alia et que la plateforme également qui est portée par le RAM, puisque la plateforme ELSA, contrairement aux plateformes CRJ, ne sont pas rattachées à un bailleur. On est vraiment une plateforme qui est certes financée par des bailleurs, mais qui a un fonctionnement en autonomie par rapport aux bailleurs et qui ne vient pas en complément d'un dispositif mondial. Donc, qu'est-ce que c'est la plateforme ELSA? Donc, rapidement, donc évidemment, on a des partenaires financiers. On est financé par des bailleurs français, en l'occurrence, donc la Fondation de France, l'Agence française de développement et la mairie de Paris. Et la plateforme ELSA, elle s'organise autour d'un comité exécutif. Donc, ce que je disais, moi, j'en suis membre avec, donc il est composé de 4 personnes, c'est-à-dire une personne représentante par association membre. Et je reviendrai sur les associations membres ensuite. Ensuite, il y a une équipe de coordination. Donc, c'est important de bien identifier l'équipe de coordination si vous voulez solliciter la plateforme ELSA. Donc, l'équipe de coordination, c'est 3 personnes. C'est Laïla qui donc anime cette réunion, avec Mélanie que vous avez vu aussi au début, et Myriam qui, je crois, se cache quelque part dans les petites vignettes. Donc, si Myriam, tu es dans le coin, je te laisse allumer ta caméra et faire un coucou. Et donc, l'équipe est composée donc d'une coordinatrice de la plateforme qui est Laïla. Ensuite, Myriam travaille principalement sur les sujets de renforcement de capacité, de renforcement de compétences des associations partenaires. Et Mélanie travaille sur les questions de communication. Ensuite, donc, ELSA est composée de 4 membres que je vais vous présenter juste après et de partenaires, donc principalement des partenaires africains, puisque je l'ai dit, c'est la plateforme est orientée sur l'Afrique. Donc, les associations membres, on est 4 associations membres aujourd'hui au sein de ELSA, donc Soltis, Solidarité SIDA, SIDAction et le planning familial. Donc, il y a eu des changements au cours du temps sur les membres de la plateforme ELSA. Vous le verrez tout à l'heure, il y a une petite cartographie qui est présentée. Mais aujourd'hui et depuis maintenant 8 ans, si je ne m'abuse, ce sont ces 4 associations qui sont les associations membres de la plateforme ELSA, c'est-à-dire les associations qui sont vraiment au cœur du fonctionnement de ELSA et du choix de ses orientations au quotidien. Et donc, en plus de ces associations membres, on a donc au sein d'ELSA des associations partenaires. Donc, les associations partenaires, pour la grande majorité, c'est vous qui êtes aujourd'hui présents à cette réunion, c'est-à-dire les associations d'Afrique francophone qui, en fait, sont partenaires d'un des membres fondateurs de ELSA. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, toutes les associations qui travaillent en partenariat sur des projets avec Solidarité SIDA sont de fait membres de la plateforme ELSA. Et c'est la même chose pour SIDAction, pour Soltis et le planning. Dès lors qu'une association collabore avec une des associations membres, en fait, elle obtient de fait le statut de partenaire de ELSA et donc elle pourra bénéficier des activités et des soutiens de la plateforme ELSA. Donc aujourd'hui, c'est, vous le voyez, 69 associations qui sont partenaires dans 21 pays d'Afrique, à la fois pour le coup Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Alors, je reviens rapidement sur ce que je vous disais, c'est-à-dire l'historique de ELSA. Donc, ELSA, ça a été créé en 2002. Donc, je vous l'annonce et je pense que vous en entendrez beaucoup parler dans les prochains mois. C'est que ELSA va fêter donc, en 2022 ses 20 ans. Et donc, on va essayer de travailler pour organiser des événements autour des 20 ans de la plateforme ELSA et pouvoir profiter de ces 20 ans pour se réunir
réunir dans des temps d'échange et autres, probablement se réunir plutôt en distanciel, hein, on ne va pas se mentir, mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire en sorte que ces 20 ans soient quand même un temps privilégié pour partager avec vous, nos partenaires d'ELSA. Donc, vous pouvez lire du coup sur la petite présentation, donc entre 2002 et 2022 presque maintenant. Donc, il y a eu 6 projets, pardon. Enfin, en tout cas, le 6e voilà, est en cours. On est aujourd'hui au sein du projet qu'on appelle Concertation, que je vais vous présenter juste après. Et donc, au fur et à mesure des années, des membres étaient dans ELSA, en sont sortis et de nouveaux membres sont arrivés, comme vous pouvez le voir sur ce diapo. Alors, pour rentrer plus dans le détail, parce que c'est vraiment l'objet aujourd'hui de notre discussion, voici donc les 3 piliers du projet actuel, donc on appelle Concertation. Donc, ces 3 piliers, c'est d'abord se concerter, ensuite se renforcer et se valoriser. Le principe, je vais vous les détailler un petit peu plus ensuite, mais c'est d'abord d'avoir tout un travail qui se fait sur les questions de concertation et de synergie, d'abord entre les associations membres de ELSA et avec d'autres acteurs de la lutte contre le sida ici en France. Donc là, c'est vraiment la partie concertation qui est plus au niveau, on va dire, des associations membres. Ensuite, se renforcer, c'est tout le travail que fait ELSA pour accompagner la structuration associative des associations à la fois membres, puisque nous, en tant qu'association membre, par exemple, la Solidarité SIDA, on peut bénéficier de soutien de ELSA, mais surtout aussi pour vous, partenaires de la plateforme. Et puis ensuite, se valoriser, c'est un travail qui est mené maintenant depuis plusieurs années et qui continue et continuera sur la prochaine phase du projet ELSA, qui est de travailler à la diffusion et à la promotion de l'approche communautaire dans la lutte contre le sida. Alors, quelques principes sur le fonctionnement de ELSA pour justement clarifier un peu la démarche. Donc, le principe, c'est de considérer déjà que chaque partenaire, chaque membre a une expertise et que cette expertise, elle peut venir, on va dire, au service du collectif pour permettre à chacun de se renforcer et de co-construire ensemble. C'est vraiment un des principes clés de ELSA, c'est le principe de la co-construction. Donc, les membres aujourd'hui construisent le projet ELSA ensemble, réfléchissent ensemble, et quand ELSA travaille avec nous, avec un partenaire, la logique est toujours de se dire, voilà, on fait les choses ensemble et ce n'est pas simplement du descendant. Le principe de l'apprentissage individuel et collectif, comme vous pouvez le voir avec le learning by doing, donc c'est des choses qu'on essaie au fur et à mesure de mettre en place et de faire en sorte qu'en fait ELSA, dans son manière de travailler, accompagne les associations en mettant à disposition des outils pour qu'elles puissent apprendre en mettant en œuvre de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodologies d'action, etc. Et ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'ELSA propose un appui à la carte en fonction des besoins que vous pouvez avoir et adapté aux compétences de chaque structure. Ce qui veut dire qu'une association partenaire peut solliciter la plateforme ELSA pour un renforcement spécifique et ELSA va voir comment elle peut accompagner et répondre à ce besoin. Et on essaie de pas… il y a évidemment des projets collectifs qui se mettent en place, mais il y a toujours une partie du projet qui est dédiée à des accompagnements individuels pour que chacun puisse progresser à son rythme et avoir une réponse de la plateforme ELSA qui corresponde à un besoin spécifique de sa structure. Et donc, ces principes nous permettent d'éviter au maximum le principe du leadership et de la concurrence. On n'est pas des associations concurrentes. ELSA ne vient pas en concurrence d'autres associations, même si le terme concurrence n'est peut-être pas forcément toujours adapté à notre travail associatif, mais l'idée, c'est de se dire, ELSA, qu'elle finalement est plus là en compagnon et en accompagnant plutôt que comme un autre acteur de la lutte contre le sida qui pourrait venir capter des financements qui seraient dédiés à certaines associations membres ou partenaires. Donc, il y a vraiment la logique de on travaille ensemble. On ne décide pas à la place d'eux et on ne fait pas à la place d'eux. Ça, c'est un principe important
de Elsa, mais aussi qui vient en fait de la nature des associations membres de la plateforme Elsa. Aujourd'hui, le faire avec, c'est un des principes de fonctionnement de Solidarité SIDA, de Soltis, du planning et de SIDAction. Donc, Elsa s'inscrit dans cette démarche-là. On essaie au maximum de travailler sur des formations qui soient justement pas que théoriques et d'essayer d'être vraiment sur des choses très pratiques. C'est pour ça, je présenterai après, que Elsa a pas mal développé des boîtes à outils ou des guides avec vraiment des outils clés en main pour vous permettre, vous, de travailler et de les utiliser dans votre quotidien. Et puis, comme je le disais, voilà, les appuis standardisés où on fait du copier-coller d'une association à l'autre, ce n'est pas la manière dont travaille Elsa aujourd'hui et c'est ce qui fait aussi son identité. Et on a l'impression que c'est ce qui fait aussi que vous êtes assez satisfait du soutien que vous recevez d'Elsa quand vous la sollicitez. Donc, pour aller un tout petit peu plus dans le détail, donc aujourd'hui, les activités de la plateforme Elsa autour des trois piliers dont je parlais tout à l'heure. Pour certains qui êtes déjà partenaires de Elsa depuis un certain nombre de temps et assez présents sur les temps de travail, vous les connaissez. Mais il y a sur le volet se concerter, évidemment, donc il y a les réunions thématiques, donc on est en plein dedans puisqu'on est en pleine réunion thématique au moment où on se parle. Ensuite, il y a des groupes de travail qui existent, donc c'est des groupes de travail sur des thématiques variées. Donc il y a des groupes de travail sur, par exemple, qui ont été mis en place sur la question du Covid. Forcément, là, depuis quelques temps, il peut y avoir des groupes de travail donc il y a un groupe de travail sur le centre de ressources, mais je vais en reparler juste après. Il y a un groupe de travail qui existe sur des questions de cartographie des appuis, le focus justement sur la cartographie qui est là, qui est en fait les membres qui travaillent ensemble pour essayer de faire un mapping des appuis qu'elles apportent aux associations partenaires de Elsa pour justement limiter les doublons et faire en sorte que les soutiens qui peuvent être faits, les renforcements de capacité qui peuvent être faits sont complémentaires les uns des autres et des divers espaces de concertation qui peuvent se faire au sein de Elsa. Par exemple, il y a tout un travail qui a été fait sur le suivi et évaluation avec 5 partenaires et qui fait l'objet du coup de réunions de travail. Il y a un webinaire qui aura lieu prochainement justement de restitution sur le sujet. Donc, il y a différents espaces qui existent pour se concerter entre associations membres, entre partenaires et évidemment entre associations membres et partenaires, puisque l'idée, c'est qu'on puisse tous communiquer les uns avec les autres. Sur le renforcement, Elsa vous propose des modules de formation. Donc, ils sont disponibles aujourd'hui en ligne. Alors, il y a eu des formations qui ont été menées. Les filles, vous me compléterez parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais on a des modules de formation qui ont existé, notamment sur le suivi et évaluation. Et en fait, le projet sur lequel on travaille maintenant, c'est de pouvoir les basculer en format e-learning. Donc, aujourd'hui, sur les modules de formation, il y a un travail justement qui est en cours pour essayer de passer à une étape suivante qui est que jusqu'à maintenant, Elsa disposait de formations et elle pouvait venir les dispenser au sein de vos associations. Et demain, notamment sur le suivi et évaluation, ça va être la première étape. L'idée, c'est de vous proposer en fait une formation en e-learning pour que ce soit beaucoup plus facile d'accès, puisque évidemment, l'équipe Elsa n'est pas en capacité de former 10 associations par an. Donc, ça restait quand même limité en termes d'accès. Et donc, là, on essaie de profiter de l'usage du numérique qui se déploie pour passer, nous aussi, au e-learning. Donc, ce travail est en cours et est mené par l'équipe et par Myriam en particulier sur le sujet. Et puis ensuite, sur les autres sujets, donc Elsa organise chaque année un concours photo, 2 concours photo même, auxquels vous pouvez participer avec des chouettes lots à gagner. Et évidemment, Elsa est présente sur les conférences internationales pour que vous puissiez à la fois être visible et venir rencontrer l'équipe Elsa. Donc, je vais juste rapidement, du coup, sur le centre de ressources. Ici, vous avez les 3 principales ressources, en tout cas guides qui ont été créés par Elsa. Donc, le guide d'appui à la structuration associative, un guide sur le genre et le VIH et la boîte à outils genre et VIH. Ces 3 outils sont disponibles directement sur la page d'accueil du site de la plateforme Elsa en fond de page. Et pour information, le guide de structuration associative est en train d'être révisé. Donc, il y a une version revue et améliorée qui va rapidement voir le jour.
Et le principe du centre de ressources, donc c'est des associations membres et partenaires qui ont un groupe de travail. Elles proposent en fait des ressources qui sont ensuite mises en ligne et vous recevez, quand vous recevez la newsletter Elsa, vous recevez les actus. Ce centre de ressources, il est disponible à tout moment sur le site. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y a plein de merveilles. Et donc, on vous invite à aller chercher dedans. Et ça, c'était un petit exemple pour vous montrer le type de support sur lequel Elsa avait travaillé avec des partenaires pour créer des petites plaquettes de présentation d'assaut et autres. Ça fait partie des services aussi qui sont proposés par la plateforme Elsa sous un angle plus communication. Je laisse les exemples d'appui puisque c'est ma dernière slide. Comme ça, si vous avez des questions, vous avez le temps de lire et je crame pas trop le temps vu que je suis en retard. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette présentation de la plateforme Elsa. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, pour reprendre la première, Roméo demande si la tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle aussi pour les personnes VIH. Pourquoi est-elle toujours laissée à l'écart? Pourquoi la plateforme Elsa ne pourrait pas aussi appuyer ces associations qui travaillent pour les droits des patients tuberculeux? Alors, je vais tenter de répondre à cette question. Laïla, tu n'hésites pas à me compléter. Le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, la plateforme Elsa est orientée sur les associations qui sont des associations en fait, partenaires des membres. Donc, l'entrée, elle se fait d'abord par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations membres travaillent prioritairement sur les questions de lutte contre le sida et pas directement, on va dire, sur des projets de tuberculose. En revanche, évidemment, quand on travaille avec nos associations partenaires, beaucoup de nos partenaires sont des associations qui travaillent sur la co-infection, qui font de l'accompagnement de patients co-infectés. Mais c'est vrai que l'angle Delta est d'abord orienté sur les associations de lutte contre le sida de par son histoire et de par aussi l'identité des associations membres, puisque aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille à Solidarité Sida et nos projets sont des projets d'abord orientés en soutien aux associations de lutte contre le sida en Afrique, mais pas directement. On n'a pas de projet, nous, dédié sur la tuberculose, par exemple, aujourd'hui. Alors, une autre question du docteur Kwame Afanchao Aziabo, qui est médecin dans la prise en charge du VIH. Il voulait savoir si, dans la lutte contre le VIH, est-ce que la plateforme Elsa accepte des manuscrits non scientifiques, mais genre littéraires, romans, nouvelles, parlant des expériences dans la prise en charge du VIH ou d'un vécu autour du VIH et des facteurs de risque? Alors, du coup, je vais laisser Mélanie répondre parce que c'est elle qui est à la tête du groupe de travail centre de ressources, donc elle saura mieux répondre que moi. Oui, on accepte les outils de sensibilisation originaux. Après, les romans, il faut juste qu'on les lise pour vérifier que la sensibilisation est bien faite et que elle est à jour des dernières nouvelles scientifiques, etc. Mais par exemple, on a de très belles BD, les Diamants de Camille Touga et des photoromans aussi de Alternative Côte d'Ivoire. Donc les romans sont aussi bienvenus. Vous pouvez proposer des ressources, soit en nous écrivant info@plateforme-elsa.org, soit sur le centre de ressources en haut à droite, il y a marqué proposer une ressource. Mais on vous redira ça dans le compte rendu. Et donc, pour toutes les ressources en fait, que vous souhaitez partager avec tout le monde au sein du réseau Elsa, vous les adressez, vous les envoyez, vous nous contactez. Et là, vous avez un groupe de travail mixte de représentants d'associations partenaires africains et d'associations membres français qui travaillent autour de ces ressources pour les mettre en ligne. Alors, merci pour toutes ces questions. En termes de fréquence, quels sont les appuis les plus demandés des associations membres? Donc, les associations membres sont des associations françaises. Alors, les associations membres, donc nous, associations françaises, les appuis les plus demandés, alors soit ça va être des soutiens pas mal sur des sujets de capitalisation. Je pense que si on regarde aujourd'hui un peu là dans l'historique des soutiens aux assos membres, on est pas mal sur des outils de capitalisation où Elsa vient en appui puisque Elsa a développé au fur et à mesure du temps une expertise sur le sujet. Et puis plus récemment, on a beaucoup fait appel à Elsa pour nous aider sur, comme vous pouvez le voir, ils sont très bons pour animer des webinaires par exemple ou utiliser les outils numériques. Donc, c'est vrai que là, je pense que depuis un an, dans les appuis, il y a eu pas mal de sujets sur les questions numériques, mais évidemment, après, il y a tout un volet com. Aujourd'hui, par exemple, le planning familial est appuyé par Elsa pour créer des capsules vidéo qui servent, alors si je ne dis pas de bêtises… une e-conférence.
Voilà, c'est ça. Ça vient en fait servir d'outil un peu de capitalisation sur une conférence qui a eu lieu sur les sujets de santé sexuelle et reproductive. Merci Annabelle. Donc, je passe la parole à Ida Savadogo Yougbaré, coordinatrice de la plateforme régionale CRG Afrique francophone, qui est hébergée par l'association RAM, située au Burkina Faso, et à Alimatou Cheibou, qui est coordinatrice de DESICI au Niger, de l'association DESICI. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci de nous avoir associés à ce webinaire. Donc, je m'en vais vous présenter rapidement la plateforme régionale Afrique francophone sur le Fonds mondial. Nous avons eu la présentation de Alia, de la plateforme MENA. Donc, je vais passer rapidement aux objectifs et aux réalisations de la plateforme. Voilà, je vais juste situer rapidement le contexte de la création des plateformes. Il faut dire que le Fonds mondial veut renforcer l'engagement de la société civile souhaite renforcer l'engagement de la société civile et des communautés dans les processus du Fonds mondial, d'où ils ont créé l'initiative spéciale portant sur les communautés droits et genre depuis 2014. Et cette initiative s'est transformée en initiative stratégique depuis 2017. Et CRJ a 3 composantes, notamment la fourniture d'une assistance technique à court terme de la société civile, et les plateformes régionales Afrique francophone, et les plateformes régionales de communication et de coordination. Et pour dire brièvement, nous avons 6 plateformes régionales dans le monde entier et le RAM abrite la plateforme Afrique francophone. Alia nous avait parlé tout à l'heure des plateformes en Afrique. Il existe 3 plateformes en Afrique et nous avons à notre charge la plateforme Afrique francophone. Voici les zones d'intervention de la plateforme en abrégé PRF. Nous intervenons notamment en Afrique de l'Ouest, comme vous le voyez sur la carte, et en Afrique centrale, et également à Madagascar. Donc, ça veut dire que nous n'intervenons pas en Afrique du Sud. Concernant la question de l'Afrique du Sud, comme l'a dit Alia, nous pouvons vous mettre en contact avec notre partenaire de la plateforme Afrique anglophone qui est hébergée par ENAZO, qui sont situés en Tanzanie. N'hésitez pas à nous contacter pour cela. Donc, l'objectif de la plateforme, c'est le même, promouvoir la participation significative des groupes communautaires de la société civile dans le processus du Fonds mondial, renforcer leur engagement dans les réponses et améliorer l'accès de ces groupes communautaires à l'assistance technique et soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités communautaires et de la société civile. Quels sont les domaines d'intervention et les activités de la plateforme Afrique francophone, parce que chaque plateforme a un peu de spécificité. Et nous, notre spécificité, c'est également la traduction des documents, notamment les documents qui existent en anglais. Vous savez que la plupart des documents du Fonds mondial et des autres partenaires sont en anglais, donc nous sommes chargés de les traduire en français pour qu'ils soient accessibles à la société civile d'Afrique francophone. Nous donnons les informations aussi sur l'offre en matière d'assistance technique. Nous échangeons avec les fournisseurs pour harmoniser les interventions. Nous avons aussi des activités d'évaluation des besoins d'assistance technique de la société civile et également de la qualité de l'assistance technique et l'implication même de la société civile. Dans ce cadre que nous menons plusieurs études, tout dernièrement, l'année passée, nous avons eu un forum sur l'assistance technique à Ouagadougou pour que les associations nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de l'assistance technique, est-ce qu'ils ont besoin d'une nouvelle assistance technique dans la région. Et les résultats de ce forum sont disponibles. Quelles sont les réalisations de la PRF? Encore, nous participons au stand d'information lors des grandes réunions régionales et internationales. Et nous avons mené également une cartographie des pays de la région d'Afrique francophone vis-à-vis du nouveau modèle de financement. Et nous essayons de voir quelle est l'implication des organisations de la société civile dans le processus du Fonds mondial. Est-ce que la société civile participe réellement? Est-ce que c'est satisfaisant leur participation?
Et nous avons trouvé à travers cela que vraiment la société civile d'Afrique francophone, la participation est vraiment faible. C'est vrai que la société civile participe au processus depuis les dialogues pays en passant par l'élaboration des subventions, la mise en œuvre des subventions, le suivi des subventions. Mais cela reste toujours à être amélioré. Nous menons ici des études et nous avons conduit des études en 2020, 2019-2020 dans les zones à contexte d'intervention difficile, qui sont les zones notamment où sévit la sécheresse, où il y a la guerre, où il y a plusieurs difficultés qui font que les populations sont amenées à bouger et que les services s'arrêtent parfois pour ces causes. Donc, nous avons essayé de voir dans quelle mesure, là où s'arrêtent les services donnés par le gouvernement, comment la communauté peut prendre en charge ces services au niveau de leur santé. Nous avons aussi l'appui au renforcement du réseautage dans les régions. Et dans ce cadre que nous avons appuyé aussi la mise en place de ce qu'on a appelé les plateformes DICI, qui sont les plateformes démocratie, sanitaire et implication citoyenne, et qui existent déjà au Niger, en Guinée, au Burkina Faso. Et Madame Chabou va revenir en longueur là-dessus. Nous partageons effectivement des informations sur les dynamiques internationales et nous orientons également les acteurs de la société civile sur les opportunités de mobilisation des ressources. À chaque fois qu'il y a un appel à projet, nous publions dans notre newsletter. Nous avons aussi un site web que vous voyez à l'écran, prf-fondmondial.org, où vous pouvez avoir des informations, toutes les informations sur la PRF, et également ce qu'on a appelé une communauté électronique de l'assistance technique sur le Fonds mondial, qui est une plateforme électronique où nous avons une interface entre les organisations de la société civile et les pourvoyeurs d'assistance technique qui interagissent, où les associations peuvent s'enregistrer et faire leur auto-évaluation, voir quel est leur besoin essentiel en termes d'assistance technique afin de pouvoir soumettre à des assistances techniques gagnantes. Maintenant, la plateforme D ici, juste un petit aperçu avant de donner la parole à Alimatou. Il faut dire que la cartographie, comme je l'ai dit précédemment, de la PRF a montré qu'il y a un faible engagement de la société civile dans les processus du Fonds mondial. Et aussi, dans le cadre de l'OCAS, qui est un projet piloté par le RAM, l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, nous avons mis en place ce qu'on a appelé SCPS, un processus de renforcement du suivi stratégique citoyen des politiques de santé. Et sur cette base, la PRF a appuyé la mise en place des plateformes DICI afin d'accroître la participation de la société civile dans le système de santé en général. Ce que la plateforme DICI permet de faire, renforcer l'influence de la société civile, notamment en dotant la société civile d'un agenda de travail dans la vision de la CSU, la couverture sanitaire universelle. Vous savez bien que nous sommes maintenant dans la vision de la CSU pour avancer vers cette couverture, aussi appuyer une démarche d'harmonisation des interventions communautaires et harmoniser la coordination du contrôle citoyen des acteurs de la société civile. Voilà brièvement ce que je peux dire sur la PRF, la plateforme régionale Afrique francophone. Donc, la plateforme est ici Niger, démocratie, sanitaire et implication citoyenne. Nous allons voir la composition de la plateforme, les axes d'intervention, le fonctionnement, les acquis, contributions et les activités clés, ainsi que les apports de la PRF à DICI. Voici la composition et l'organisation de la plateforme. Elle est composée d'une coordonnatrice et d'un vice-coordonnateur, et c'est Madame Chaibou elle-même qui est la coordonnatrice. Et elle est également composée de 3 groupes thématiques, notamment thématique gouvernance, suivi budgétaire et accès aux services de santé, et également d'un secrétariat. Maintenant, la plateforme a 3 axes d'intervention principales, dont notamment l'axe 1, le suivi de la gouvernance santé, l'axe de suivi budgétaire
et l'acte 3, suivi de l'accès aux services de santé. Comment fonctionne la plateforme DAICI? Et il y a notamment des réunions qui sont organisées, les réunions de bureau de coordination et également des réunions qui concernent les rencontres élargies aux autres membres OSC de la plateforme. Les principaux acquis de la plateforme DAICI au Niger sont notamment le dispositif qui fonctionnait dans 40 sites. Ils ont également obtenu un accord de principe pour la mise en place d'un fonds public-privé pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et la plateforme DAICI répond aussi des sous-récipiendaires communautaires auprès du principal récipiendaire subvention Fonds mondial. Et également, grâce à la plateforme DAICI, la société civile du Niger occupe des postes stratégiques au sein du CCM Niger et assure la coordination du secteur. L'OCAS, qui est également reconnu comme la porte d'entrée pour veiller à la bonne gouvernance des formations sanitaires et une force d'analyse critique et de proposition dans la stratégie nationale de santé universelle. Également, la prise en charge du fonctionnement de DAICI était faite dans la note du processus de C19RM, qui est le mécanisme de réponse contre la COVID du Fonds mondial et qui a pris en compte le fonctionnement même de cette plateforme, ce mécanisme. Et quelles sont les activités réalisées par la plateforme DAICI Niger? C'est notamment la participation à l'élaboration du document stratégique national de la santé communautaire, la participation à l'élaboration du plan de contingence COVID-19 pour les 3 maladies, VIH, TB, paludisme, et aux notes conceptuelles pour le nouveau modèle de financement, le 3e cycle sous la coordination de DAICI, la participation aux ateliers de validation des plans stratégiques nationaux, tuberculose et paludisme, la participation à l'élaboration du plan d'action de la CPS et de la distribution des MINTA au contexte de la COVID-19, c'est dans le cadre de la lutte contre le paludisme, et la participation aux campagnes de la 6e reconstitution du Fonds mondial. Les apports de la plateforme régionale Afrique francophone à DAICI Niger sont notamment l'appui technique et financier pour la mise en place et le fonctionnement du dispositif OCAS du Niger et l'Observatoire citoyen pour l'accès aux services de santé. Il y a l'appui technique financier aux OSC du Niger pour la conduite du processus de mise en place de la plateforme DAICI, notamment à travers les consultations et les ateliers. Il y a également le renforcement des capacités des acteurs des OSC du Niger sur le suivi stratégique citoyen. Effectivement, nous avons organisé des ateliers de formation au Niger, aussi bien au Niger que dans d'autres pays, pour les appuyer dans le renforcement des capacités des acteurs. Nous avons également l'appui technique et financier des OSC, aux OSC du Niger pour assurer leur meilleure participation au processus de subvention du Fonds mondial. Également le financement de quelques études, notamment les études sur l'implication des OSC dans le processus du Fonds mondial. Nous avons également appuyé dans le cadre du mécanisme de réponse contre la COVID, des études, des consultations au Niger pour qu'il y ait un plus dans la participation de la société civile dans l'élaboration des subventions C19RM du Fonds mondial. Voilà ce que je peux dire concernant la plateforme ici du Niger. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Ida et merci beaucoup d'avoir repris l'intervention d'Alimatou. Vraiment merci beaucoup pour tous ces échanges. Peut-être Alia pourrait répondre à la première question en attendant que les questions arrivent pour Ida. À la question de Bertrand Capoueur sur super présentation Aliou. Quel dispositif vous mettez en œuvre pour assurer votre participation dans les étapes clés telles que le grant making et les négociations? Donc c'était une question pour Aliou qui n'avait pas pu être posée tout à l'heure. Effectivement, nous avons mis en place un dispositif pour participer. Nous avons créé des groupes en fait, de travail qui vont s'insérer dans les différentes sessions de travail dans le cadre du dialogue pays. On s'est répartis entre les 3 thématiques pour qu'on puisse assurer une participation effective
Et après, on a mis en place un groupe WhatsApp pour essayer de coordonner un peu et de recueillir la contribution des organisations et des personnes ressources qui n'ont pas pu assister de façon concrète dans les réunions de travail dans le cadre du Grant Making NFM3, qui est d'ailleurs en cours, qu'on est en train encore de poursuivre ce processus, et qui a permis d'avoir des résultats importants dans le cadre de ces 19 RM en termes de prise en compte concrète des préoccupations des communautés. Merci. Merci beaucoup, Aliou. Est-ce que Ida, tu veux intervenir sur un dernier point, peut-être compléter rapidement un point sur lequel tu voudrais passer comme message principal? Oui, merci Leïla. Oui, merci bien. Je veux juste revenir sur la plateforme électronique de communication et de coordination, ICAT, dont je parlais dans ma présentation, pour inviter toutes les associations qui le veulent bien à s'inscrire dans cette plateforme électronique où ils peuvent y faire leur auto-évaluation, pour voir leurs forces et leurs faiblesses. C'est très important pour les associations de déjà s'examiner pour voir qu'est-ce qui leur manque et de quoi ils ont besoin comme soutien afin de pouvoir postuler pour les demandes d'assistance technique. Et aussi pour dire que la plateforme est disponible pour assister les associations d'Afrique francophone à soumettre leurs demandes d'assistance technique. N'hésitez pas à nous contacter et nous allons mettre nos références dans le chat box pour que vous puissiez vraiment nous contacter et puis recevoir toutes les informations nécessaires. Merci à toi, Leïla. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Un grand merci à vous toutes les intervenants et intervenantes. Je laisse la parole à Mélanie Brizard, donc chargée de communication, qui va nous proposer une synthèse rapide des échanges pour conclure rapidement cette réunion thématique. Mélanie, merci. Bonjour, merci à tous. Je suis donc Mélanie, chargée de communication de la plateforme ELSA. Et pour faire la synthèse de cette réunion, je voulais revenir sur le titre de la réunion. On parlait de plateforme et je me suis demandé, avant de commencer cette réunion, qu'est-ce que c'est une plateforme? Et il y a plein de définitions différentes. Et j'ai trouvé, par exemple, une plateforme, c'est quelque chose qui soutient, qui supporte. Et on a vu en effet que c'est différent des bailleurs. Ça soutient autrement en faisant de la communication, en faisant du renforcement de compétences. Une plateforme, c'est aussi parfois ce qui aide à décoller. Et Simon Caboret, dans l'introduction, parlait de tremplin. Je pense aussi au plaidoyer. Ça aide à prendre de la hauteur. Souvent, une plateforme, c'est un peu plus haut. Et même si ça pose d'autres problèmes, parce que Simon Caboret parlait parfois de la distance au terrain, qu'on est trop loin du terrain quand on s'en éloigne, en même temps, ça permet aussi d'apporter de nouveaux sujets, de faire des études. Ida Savadogo en a parlé, notamment des nombreuses études qui ont été faites. Et enfin, une plateforme, ça met tout le monde à la même hauteur. Et certes, ça peut poser des problèmes de conflit. Je pense encore à Simon qui en parlait. Mais ça permet aussi d'engager les communautés. Et ça, je crois que Aliou Diop nous l'a bien montré dans le cas de AGD. Aujourd'hui, on parle aussi de réseau. C'est un peu le nouveau mot à la mode après plateforme. Et ça vient avec le numérique. Et c'est vrai que grâce au numérique, on se retrouve tous ici. Donc, les plateformes prennent un nouvel ampleur. Et réseau, ça vient d'une vieille langue, le latin, qui veut dire filet. En fait, c'est comme si on se tenait tous les uns les autres pour resserrer les mailles du filet et être plus solidaires et ne plus laisser passer aucune opportunité pour ne pas vaincre le sida. Et surtout, on a parlé aussi de communauté, parce que c'est à ça que servent les plateformes, à soutenir les communautés, ce qu'on a en commun. Et je crois que le point commun qu'on a aujourd'hui, c'est non seulement cette solidarité, mais aussi la langue française. Évidemment, ce n'est pas la seule, et Alia a parlé aussi de l'arabe et de tous les problèmes de traduction, que ce soit d'une langue à l'autre, mais en tout cas, par rapport à l'anglais, ça nous offre aussi un îlot de résistance et de partage de connaissances qui est important. Je crois, mais n'hésitez pas à compléter dans le chat. Et du coup, pour conclure, je voudrais terminer avec cette citation de Winnie Byanyima, qui est la directrice actuelle de l'ONU-SIDA, et qui dit
Seule une solidarité mondiale et une responsabilité partagée seront en mesure de nous aider à mettre un terme à l'épidémie de sida et garantir le droit universel à la santé. Parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement le sida, on a eu des questions dans le chat. Il y a aussi la tuberculose et d'autres maladies, mais je crois que tout ça est lié et que la réunion d'aujourd'hui montre qu'on fait du bon travail avec les plateformes. Merci. Merci beaucoup Mélanie, merci à tous les intervenants et les intervenantes d'aujourd'hui ainsi qu'à vous les participants et participantes pour votre présence active. Je remercie chaleureusement les équipes des 2 plateformes du Fonds mondial de lutte contre la sida, la tuberculose et le paludisme, CRG MENA et CRG Africa francophone, avec les associations ITPC MENA et RAM, avec qui la plateforme ELSA a construit cet échange aujourd'hui. Voilà, je remercie vivement Mélanie Brizard et Annabelle Pringot de la plateforme ELSA pour l'organisation de cette réunion. Merci à toutes et à tous.